Salut les gars, bienvenue dans mon atelier. Même si tu l'as bien compris, c'est pas là qu'on va rester parce qu'on est là pour poser du bardage. Ce sera une pose de bardage en claire-voie verticale pour ma part, un peu particulier, je t'expliquerai pourquoi. Je fais cette série de vidéos tout simplement parce que j'ai eu du mal à trouver les informations. C'est pas forcément évident, il n'y a pas vraiment une vidéo spécifique qui t'explique, qui donne un pas à pas, qui te montre vraiment tout. Donc j'ai dû me renseigner auprès de professionnels que je connais, qui sont pointus dans le domaine, qui en posent souvent, et je me suis renseigné aussi auprès de certaines marques pour avoir vraiment les meilleurs produits à utiliser, et je cherchais vraiment à avoir un bon rapport qualité-prix. Je t'expliquerai tout ce que j'utilise, donc ça pourra être intéressant pour toi. Et surtout, voilà, il y a des choses à respecter. Tu n'as pas forcément envie qu'au bout de quelques années, ton bardage se casse la gueule. Déjà, ça coûte une certaine somme. Et en plus de ça, si tu as ta bagnole en dessous, ou voilà, ou encore pire si quelqu'un passe en dessous, on va éviter. Donc je vais tout expliquer, comment je le mets en œuvre. Déjà, on va commencer pourquoi j'utilise ce type de bois. Donc moi, j'utilise du Douglas. C'est un bois qui est très bien pour du bardage parce qu'il est imputrescible, il est classe 3 hors aubier. Je t'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que l'aubier. En gros, si tu le poses et que tu le laisses comme ça aux intempéries, bah, ça ne pose pas de problème, il sera résistant, il est imputrescible. Mais bien sûr, il va finir par griser. Donc si ton but c'est d'avoir un bois gris, bah, tu peux le mettre en place et ne rien faire. Donc si après tu as envie de le teinter, bah, moi tu verras, je fais plusieurs essais de teinte sur le Douglas. Et tu verras le rendu. Je n'ai pas encore choisi la teinte que je veux, mais on verra ça. Pour ma part, ce Douglas, je l'ai acheté en scierie, donc je l'ai acheté brut de sciage. Tu peux l'acheter en scierie. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux choisir les longueurs que tu veux. Si tu veux, je sais pas, par exemple 50 fois 3,30 m, 10 fois 4 m, 50 fois 2,60 m, bah, ils pourront te le faire. Donc tu auras un minimum de chute. Bon, bien sûr, si tu as envie d'une coupe propre, faudra toutes les reprendre. Mais de toute façon, on va terminer à tout couper, donc ça ne change pas grand-chose. Parce que des fois, tu as l'impression que ça peut couper avec les dents, tu vois, en scierie, mais voilà, après ça dépend aussi de ce que tu recherches. Moi, le brut de sciage, ça me va relativement bien, et la durée de vie serait supérieure si tu ne le rabotes pas. Après, j'ai de quoi raboter, je pourrais le raboter, mais c'est pas le but. Moi, j'aime bien l'esthétisme là. Donc voilà, la scierie, c'est vraiment un bon compromis à mon avis, surtout un très bon rapport qualité-prix. Si tu en as à proximité de chez toi, bah, va te renseigner. Il y a plusieurs types de bois que tu peux utiliser pour du bardage. Donc moi j'ai choisi le Douglas parce que je trouve que c'est un bon compromis, un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est parti. Je suis sorti pour te montrer l'étendue du projet. C'est tout simplement les parties qui n'ont pas été crépies, donc la face avant du garage et la face avant de la loggia à l'étage. Ce sera les deux parties là où je vais mettre du bardage. Un bardage bois, on ne le descend pas jusqu'au sol. Il y a une garde au sol de 20 cm à respecter pour éviter qu'il se désagrège dans le temps trop rapidement à cause des éclaboussures régulières qui soient tout le temps dans l'humidité. Donc on laisse 20 cm entre le sol et puis le bardage. Et bien sûr, cette surface, il faut la traiter, il faut l'imperméabiliser. Et il faut que ce soit propre. Donc moi je vais tout simplement mettre ce produit. C'est un produit d'imperméabilisation qui est utilisé en règle générale tout simplement pour imperméabiliser les faces enterrées sous le platon, mais ça fera très bien l'affaire, la couleur me va bien et ça adhère très bien. Aucune obligation, ça se verra plus, mais pour faire propre et avoir un repère, tu vois, je me suis mis un scotch comme ça. Je vais jusqu'au scotch et puis je m'arrête là. Pas besoin d'aller plus haut, pas besoin de gâcher du produit. Je remonte de quelques centimètres pour être sûr d'être bien. Après, bien sûr, protège ton sol parce que ce soit du crépi ou que ce soit ce produit-là, ça a une forte adhérence. Donc, si tu as des pavés à proximité ou quoi, bah, tu vas avoir vraiment du mal à sortir le produit. Donc, protège pour pas être embêté. Perso, j'ai pas de malaxeur, mais ça demande quand même de la puissance parce qu'il faut pas quelque chose de trop liquide. Donc, une visseuse, c'est quand même un peu limite. Alors là, j'avais acheté une tête de malaxage SDS et je la mets sur mon perfo et ça va très bien.
Pour la mise en œuvre, j'utilise une spatule et pour tirer, lisser un platoir. Si tu as du béton cellulaire comme moi, surtout humidifie le support parce que ça a tendance à beaucoup tirer l'eau. Donc ton produit, il s'assèche vite sur le support et quand tu le retires au platoir que tu veux le lisser, ça commence à te faire des traces et n'importe quoi parce que ça adhère très vite. Donc humidifie le support, c'est important. Si tu as un autre support, ce sera peut-être un peu plus simple. Moi, j'ai passé 2 couches parce qu'à la deuxième couche, ça tire moins l'eau et ça va beaucoup mieux et tu arrives à quelque chose de bien propre. Je ne l'ai pas précisé, mais quand j'ai fait le soubassement, donc avec le silica mortier ou avec le crépi que tu vas mettre, peu importe ce que tu vas mettre, protège bien la face qui est crépi parce que voilà, ça peut vite déraper, ça peut aller vite. Donc protège-la, mets un bon scotch de qualité sur la longueur, colle-le bien et tout se passera bien. Un point important, d'autant plus si tu as une isolation extérieure, la grille anti-rongeur. Donc moi j'ai pas d'isolation extérieure, j'ai pas envie qu'il y ait des rongeurs qui viennent squatter derrière ma membrane, ou encore pire, me la déchirer. Donc je vais mettre ça en dessous et peut-être que j'en mettrai au-dessus au niveau de mon garage à réfléchir. Je vais voir comment c'est configuré, c'est un petit peu particulier chez moi, comme je passe pas derrière les couvre-murs, je te montrerai tout ça. Ça vient de chez Dorken. Alors pourquoi de chez Dorken? Parce qu'ils ont une gamme assez complète sur tout ce qui est bardage en claire-voie, même très complète j'ai envie de te dire. Et tu verras dans les prochains épisodes que j'utilise plusieurs choses de chez eux pour mon bardage en claire-voie. Donc elles existent de différentes tailles. Tu vois, hop, donc, tu vois comment c'est fait, c'est tout simplement plié pour que tu puisses la mettre en façade. Donc tu prends la taille selon la dimension de ton latage et tu viens mettre ton latage et tu auras ta ventilation entre qui sera ouverte grâce au trou. Donc tu auras ta ventilation et ce sera protégé. Pour les couper, c'est de l'aluminium. Donc moi j'ai utilisé un disque inox, ça va très bien et ça ne le pollue pas. Si tu as un disque aluminium, c'est encore mieux, tu peux l'utiliser. Donc comme c'est de l'aluminium, ça ne se corrode pas dans le temps, donc la durée de vie est bonne et tu n'as pas besoin de retraiter tes coupes comme si c'était de l'acier peint. Donc voilà, en aluminium, c'est très bien. C'est parti, on va mettre ça en place. Je mets en place mes grilles anti-rongeurs, j'ai mis un bourrelet de silicone à l'arrière et j'y mets quelques vis. Bien sûr, tu vérifies si tu es bien de niveau, à la bonne hauteur. Et le bourrelet de silicone, il va me permettre à retirer les vis si j'ai besoin parce que je sais pas encore où va venir mon latage, mes lambourdes, j'ai pas encore regardé ça. Donc là, si vraiment les vis me gênent et que je suis devant une latte, je vais tout simplement virer la vis et puis mettre mon latage. Ce sera en pression, comme ce sera siliconé, ça ne bougera plus, ça risquera pas de glisser. Aucune obligation, après tu fais comme tu veux, juste visser. Ça marchera aussi. Par contre, très important, pour enlever les résidus de silicone inutiles, faut prendre une étiquette Avenger, ça marche super bien. Si comme moi tu veux te procurer du Douglas, je vais t'expliquer comment reconnaître l'aubier. Donc tu as ta grume, hop, et à l'intérieur ce sera la partie rosâtre. Donc celle-ci est classe 3, donc tu peux la laisser dehors, la mettre face aux intempéries, elle ne risque rien, c'est imputrescible. Donc même si tu veux faire griser ton bois, tu le laisses comme ça, tu fais rien, il n'y a pas de problème. Alors que la partie extérieure, tu le verras, elle est beaucoup plus claire, elle est blanchâtre. Celle-ci n'est pas imputrescible, donc si elle est face aux intempéries, tu peux avoir des champignons, des choses, ça va noircir. Voilà, ce ne sera pas le même esthétisme et la même pérennité, on va dire, dans le temps. Donc il faudra vraiment éviter d'avoir ce type de bois, l'aubier, face aux intempéries, un maximum. Donc je vais te montrer tout de suite sur 2 types de bois, sur 2 morceaux de bois, tu vois vraiment la différence. Et parfois, tu verras que tu as une lambourde avec de l'aubier et sans, en fait, tu auras un mix des deux, tout simplement parce qu'à la scierie, c'est découpé comme ça, tu vois, et hop, et il te le découpe, et tu auras des fois une partie avec, sans aubier, et dépendant comme il est coupé, tu auras les deux sur la même lambourde. Je vais te montrer ça. Alors, la lambourde de gauche, c'est de l'aubier, et ici, c'est du Douglas classe 3. Donc, tu vois, il est bien plus rosâtre, tu vois bien une différence de teinte. Et là, j'en ai pris une, tu vois, ici, là, on le voit bien. Ici, c'est de l'aubier, et là, du classe 3. Donc, tu vois bien la différence de teinte, c'est facilement reconnaissable.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, prendre son bois en scierie, ça fait des économies pour plusieurs raisons. Déjà, comme là, tu vois, j'ai pu choisir ma taille. J'ai pris 3 tailles. J'ai pris du 4 mètres, 3 mètres 30 et 2 mètres 60. En fait, ils te font vraiment la taille que tu veux avec le nombre que tu veux. Et ce qui est bien en scierie, tu as toujours du rab. C'est pas forcément le cas ailleurs. Et quand tu demandes des lambourdes de 40 par 60 comme moi, souvent tu as du 42 par 62. C'est pas comme en GSB où tu peux par exemple avoir plutôt du 38 par 58. Là, tu as toujours un peu de rab et ça fait plaisir d'avoir au moins ce que tu as payé. Bon, par contre, ça m'a été livré sanglé, donc tout ça, c'était en un bloc. Ils l'ont déchargé du camion comme ça, donc il faut que je m'amuse à tout dépoter parce que bien sûr, la taille dont j'ai besoin, c'est pas celle qu'il y a au-dessus. Mais après, je me dis qu'on peut pas tout avoir. C'est déjà vraiment cool d'avoir la taille que tu veux. Ça fait vraiment beaucoup moins de gâchis. Après, j'aurais pu choisir d'avoir encore plus de taille, encore plus. Mais voilà, j'avais pas envie de trop m'embrouiller. J'aurais quand même un petit peu de chute, mais au moins j'aurais moins à me casser la tête dans mes choix de planches et à chaque fois je dois réfléchir à fond pour savoir quelle planche va où, enfin quelle lambourde va où. C'est pas forcément le but. Donc comme ça ira très bien. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en scierie, les coupes, elles sont dégueulasses, donc de toute façon, tu dois toutes les reprendre. Alors, je fais une première coupe tout simplement pour que ce soit propre d'un côté. Je prends ma cotte, je coupe et je suis nickel, je suis au propre, je suis d'équerre. Bon, j'avoue, j'ai fait le feignant, hein. J'ai pas sorti mon support, mais t'inquiète pas, je vais finir par le sortir parce que travailler par terre, ça va un moment. Quand tu vois le tas de bois que j'ai, ça en fait des coupes. J'ai pris les mêmes lambourdes pour le lattage, le contre-lattage et le bardage en 40 par 60. J'utilise les parties avec présence d'aubier pour le lattage et le contre-lattage. Comme ça, celui-là, il sera protégé. Ça ne posera pas de problème parce que rappelle-toi, quand il y a une présence d'aubier, il n'est pas classe 3. Donc je garde et je conserve le classe 3 tout simplement pour ce qui sera exposé aux intempéries. De toute façon, ça se jouait à vraiment pas grand-chose. C'est pas revenu beaucoup plus cher et comme ça, je peux faire mon tri. Je conserve tout, pas de gâchis et ce sera d'autant plus résistant, donc voilà, c'est tout bénef. Tout à l'heure, je t'ai dit que mon lattage et mon contre-lattage étaient surdimensionnés, donc ça t'intéresse peut-être de savoir quel type de lattage tu peux mettre en place. Tu peux mettre du 22 x 40 mm, mais il faudra respecter un anthrax maximum de 400 mm entre les lattes, ou tu pourras passer à partir du 27 x 40 mm, tu pourras les espacer de 650 mm. Donc moi, j'utilise du 40 par 60, mais je vais respecter ça maximum 650 mm. Et je pense même un peu moins, je vais essayer de respecter à peu près 500 mm pour vraiment atteindre une bonne rigidité. Pour la fixation du lattage, je laisse à peu près 50 cm entre chaque fixation. Pour gagner du temps, prends une équerre et reporte tout simplement ton traçage sur plusieurs lambourdes. Donc si tu as une grande équerre, prends une grande équerre, tu peux en faire pas mal d'un coup parce que comme ça tes fixations seront déjà alignées et tout à la même cote, tu te casseras pas trop la tête. Si tu as tout simplement un trusquin, quand tu as des choses répétitives à faire, c'est vraiment pratique. Tu rentres une fois la cote dans ton trusquin, donc moi je me rentre 3 cm, 3,1 parce que les lambourdes font 62 mm et tu te les reportes à chaque cote, comme ça tu as ton axe et tu te casses pas la tête à mesurer, retracer à chaque fois, ça va super vite. Si tu veux, je te mets, bon c'est un vieux trusquin ça, mais si tu veux, je te mets une ref en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça coûte pas cher et franchement c'est super pratique quand tu as des cotes répétitives à reporter. J'ai mis l'avance rapide et j'ai voulu te laisser le son pour que tu puisses profiter d'une séance de dentiste, là écoute-moi ça. Ouais, j'avoue, c'est moyen. Donc là, tu vois, je perce les lambourdes en 10 mm parce que la cheville fait 10 mm et que je percerai au travers. Donc je les pré-perce avant sur l'intégralité de la lambourde et après, j'aurai plus qu'à passer avec mon forêt béton à l'intérieur. Alors là, on arrive sur un point vraiment très important, l'ancrage. Donc je vais venir fixer mon lattage sur ma façade et pour ça, j'utilise des vis Shark de chez Wurth. Donc je vais te montrer ce qui est intéressant sur ces vis, je les trouve très bien. Déjà c'est de la vis multimatériaux, donc tu ne te casses pas la tête si c'est du plein, si c'est du creux, tu peux les utiliser. Pour les poser, ça va très bien aussi, donc tu as simplement à percer ta lambourde, tu la tapes dans le mur, la partie là vient s'ancrer dans le mur et la partie lisse reste dans ta lambourde. C'est une vis qui fait 7,5 mm de diamètre.
C'est intéressant aussi parce que faut savoir que tu auras beaucoup de poids parce que tu as déjà ton lattage, tu as ton contre-lattage et après tu as ton bardage tout simplement, donc ça représente quand même beaucoup de poids, donc il faut de la bonne visserie. Donc n'hésite pas sur le diamètre de ta visserie, je te mettrai un lien en description de celle-là parce que je les trouve relativement intéressantes. L'empreinte est pas mal aussi, c'est de l'empreinte développée par Wurt qui tient très bien, l'effort est bien réparti. On pourrait croire à du Torx comme ça, mais ça n'en est pas, tu as une empreinte un petit peu particulière. Donc sinon, qu'est-ce que je peux te dire? C'est de la vis en inox A4 que j'ai choisi. Tu as de la vis inox A2 et A4, donc je ne sais pas si tu fais la différence, c'est un peu comme le 304 et le 316. C'est tout simplement que mécaniquement, ce sera tout aussi résistant, mais à la corrosion, le A4 sera plus résistant dans le temps parce qu'il y a du molybdène à l'intérieur. C'est utilisé pas mal en bord de mer ou beaucoup en extérieur, donc à toi de voir ce que tu veux mettre. Moi j'ai choisi de mettre de l'A4. Donc écoute, j'ai envie de te dire que c'est parti, je vais les mettre en place et puis je vais te montrer tout ça. Tu vois peut-être pas très bien parce que la qualité de la vidéo est pas ouf, mais j'ai voulu la conserver parce que en serrant ma cheville, il y a le tablier du mur, là tu vois l'angle du mur qui a éclaté tout simplement à cause de la pression de la cheville et je vais t'expliquer un truc que tu sais peut-être pas. Je sais pas si tu le sais, mais certaines chevilles ont un sens de pose et c'est d'autant plus important quand tu les poses près d'un tablier, près d'un mur tout simplement, d'un coin de mur pour pas éclater ton mur. Tu vois là, elles sont comme ça et ça a tendance à s'écarter. Tu vois, c'est coupé sur la partie là et ça a tendance à s'écarter sur la partie là dans ce sens. Donc si tu es proche du tablier, ça va s'écarter là et ça va te l'éclater. Je vais te montrer une preuve en image. Tu vois, j'ai éclaté le tablier de ma porte de garage. Donc ici, je t'avoue, on s'en fout, ce sera recouvert, tu verras. Mais là, j'ai bien éclaté tout simplement parce que ma cheville, je l'ai mis dans ce sens-là. Et ça a tendance à plus forcer sur les bords et le tablier a éclaté. Donc si tu le mets dans ce sens-là, ça aura plus tendance à s'écarter et aller vers le haut et vers le bas. Donc ici, on s'en fout. Mais si ça avait été de l'autre côté, tu vois, de l'autre côté, j'aurais défoncé mon crépi. Donc que ce soit un tablier d'une fenêtre, intérieur, extérieur, peu importe, si tu as quelque chose à visser à proximité, fais attention au sens de la cheville. Je te dis pas que ça marchera à chaque fois et que t'éclateras jamais, il faut quand même faire attention et pas se mettre trop proche. Surtout si tu as une cheville comme ça qui s'accroche fort, il faut faire attention parce que celles-là, elles sont relativement grosses, donc ça pousse quand même fort dans le mur. Donc c'est des bonnes fixations, ça accroche bien, ça a une bonne tenue à l'arrachement, mais ça pousse fort, faut le savoir. Donc ces chevilles Wurt, comme je te le disais, elles sont bien, mais faut faire attention quand tu es proche du tablier, mais ça, peu importe quelle cheville tu utilises. Maintenant, pour éviter d'éclater le tablier, je vais tout simplement percer en diagonale à l'opposé justement de l'angle de ce mur. Comme ça, je vais m'écarter encore un petit peu plus. Et en plus de ça, le mur sera plus épais, donc plus résistant. Et j'aurai encore moins de chances qu'il casse. Tu vois, je maintiens en gros une lambourde tout simplement pour que ce soit plus pratique à poser. Je les pose et puis je les pose dessus et au moins je suis tranquille, ça bouge pas et ça reste en place. Donc ces étés là, ceux-là ils sont vraiment pas mal. J'ai déjà utilisé des 3e bras mais qui étaient pas super rigides alors que ceux-là c'est vraiment dingue la rigidité qu'ils ont et la facilité de mise en œuvre. Tu vois, c'est un grand modèle, il va de 2 mètres à 3,75 m celui-là, mais tu vois la portance, 300 kg au plus haut, 46 kg encore. C'est vraiment pas mal. Pour les serrer, c'est tout simple. Déjà, c'est télescopique, donc tu te le mets en butée. Et après, il te suffit de tourner. Tu as un filetage au-dessus, tu vois.
et ça te permet de serrer vraiment fort et ça ne bouge plus. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai un lien de ce modèle-là. C'est Pilleur qui fait ça. Sinon, cette échelle télescopique, par contre, bon, celle-là elle est vieille, mais je te la conseille vraiment pas. Je te conseille pas tout ce qui est télescopique parce que franchement, au fil du temps, ça devient de pire en pire. Je trouve la rigidité. Et en plus, ça c'est une que tu peux mettre en escabeau, tu vois. Sauf que quand tu déploies la partie basse, ce que je fais plus parce que j'ai déjà flippé un bon coup une fois, ça se cintre en fait à cette partie-là. Tu vois que tu as une fragilité et franchement, tu te fais vraiment peur. Donc là, je vais changer. Voilà, c'est peut-être le modèle là qui est pas terrible, mais j'éviterai maintenant. Là, je suis à l'étage sur la petite loggia que tu as vu en début de vidéo. C'est exactement le même principe, le latage. Ici, comme je suis juste en dessous d'un couvre-mur, je laisse un petit peu d'espace, comme tout à l'heure, pour les éclaboussures. Même si la partie là est protégée, je veux pas me mettre contre pour que ce soit pas trop dans l'humidité. Ce premier épisode est terminé, surtout si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, c'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic, mais pour moi ça représente beaucoup, donc surtout n'hésite pas, si tu as des questions, si j'ai pas assez approfondi certaines choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on pourra en discuter sans problème, je répondrai, ou je pourrais peut-être même l'expliquer un petit peu plus en profondeur dans les prochains épisodes si besoin. Dans les prochains, je te montrerai bien sûr comment je vais traiter les angles de ma porte de garage et de la porte-fenêtre. Je vais aussi bien sûr te montrer comment je vais dissimuler le contre-latage que je vais poser pour qu'on ne le voit pas du tout au travers, qu'on ait vraiment un noir profond entre les chevrons, entre les lambourdes qui seront en finition du bardage tout simplement. Je vais aussi te montrer le type de saturateur que je vais utiliser. Je ne suis pas encore décidé, mais je te montrerai ça en tout cas. Donc on se retrouve au prochain épisode.